sur un maintien de l'ordre, nos collègues n'agissent pas d'initiative. Ce qu'on peut voir, c'est que nos collègues, des fois, on leur dit, mais refusez des ordres illégaux. Le problème, c'est qu'on nous dit, par exemple, je vais prendre le cas emblématique de nos collègues motards des Champs-Élysées, qui ont tiré 3 grenades lacrymogènes sur des manifestants pacifiques à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que la salle de commandement leur a dit, vous allez là, il y a des gens qui font un trouble à l'ordre public, il faut les disperser, vous tirez les grenades et vous repartez. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le moment, ils ont tiré leurs grenades, ils devaient repartir. Leur analyse de la situation pour savoir si l'ordre est légal, si les gens sont menaçants ou pas, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est faire confiance à leur hiérarchie. Même chose sur la place de l'Étoile, elle a été menacée régulièrement sur les premiers mouvements des Gilets jaunes. Nos collègues sur le terrain, quand on allait les voir, disaient mais non, il y a forcément une porte de sortie, on n'a pas pu barrer toutes les rues, ce serait contre-productif. Et malheureusement, les manifestants, quand ils essayaient de sortir, ils ne pouvaient pas. Toutes les rues étaient barrées. Les seuls qui savaient que toutes les rues étaient barrées, c'est la salle de commandement, c'est-à-dire donc les ordres qui viennent du préfet de police, qui est nommé directement par le ministre de l'Intérieur. Et la haute direction de la police nationale, je rappelle que par exemple à Paris, M. Gibelin, directeur de la DOPC, donc de l'ordre public parisien, a fait des faux témoignages sous serment à l'Assemblée nationale dans l'affaire Benalla, et en novembre a été récompensé en étant nommé officier de l'ordre national du mérite par le préfet de police, qui l'a comparé au poilu de la Première Guerre mondiale. Donc voilà où on en est rendu au niveau de notre hiérarchie, à quel niveau elle est pieds et poings liés par le politique et qu'ils sont prêts à donner tous les ordres pour faire plaisir. Donc après, il y a quelques cas individuels de nos collègues effectivement qui peuvent déraper, mais quand on a tout l'ensemble de la situation, dans 99% des cas, cela vient des ordres de la hiérarchie et nos collègues sur le terrain ne peuvent pas analyser la situation. Donc c'est pas qu'ils exécutent les ordres très bêtement et méchamment, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir que ce qu'ils vont faire est illégal avant de voir des vidéos qui vont partir par la suite. Donc ce qu'on incite les gens à faire, c'est si jamais vous devez déposer des recours ou des plaintes, surtout déposer plainte contre X pour que notre hiérarchie puisse être incriminée. Sinon on changera des pions qui seront sacrifiés, qui font partie du peuple, et notre hiérarchie en mettra un nouveau pion à la place. Donc ça ne sert à rien, il faut aller aux racines du mal, et les racines du mal sont notre haute hiérarchie. Il y a la deuxième chose, des collègues qui sont également envoyés faire du maintien de l'ordre sans formation, comme il n'y a plus personne à chaque fois qu'ils mobilisent 80 000 personnes sur les manifestations Gilets jaunes, ils sont obligés de prendre des collègues de la BAC, des collègues de commissariat, et on arrive à des choses parce que les collègues ne sont pas formés à ça. Après, on les invite, bien sûr, à utiliser leur droit de retrait parce qu'ils n'ont pas été formés, mais c'est très compliqué de résister à la pression hiérarchique qu'on peut subir. On aimerait bien que ce soit nos missions. Voilà, gardien de la paix, c'est pour ça qu'on est rentré. Après, c'est la dérive sémantique sur force de l'ordre. Donc force de l'ordre a un petit côté pratique, ça permet de mettre également les gendarmes et d'autres services qui assurent les maintiens de l'ordre. Mais nous sommes très attachés, chez nous en tous les cas à Vigipolice, au terme gardien de la paix. Et comme on voit comment sont gérées les manifestations Gilets jaunes par notre hiérarchie, nous sommes plus utilisés comme une force répressive que comme une force de gardien de la paix. Si on était gardien de la paix, on leur a donné également des pistes de réflexion sur le maintien de l'ordre. Donc nos collègues sont très bien formés en France, il faut le savoir, nos collègues CRS qui ont les formations de maintien de l'ordre sont très bien formés. Encore faut-il que nos politiques et notre haute direction les utilisent à bon escient et de façon convenable. On leur a donné des pistes de réflexion sur comment se passe le maintien de l'ordre en Allemagne, comment il se passe dans les pays du Nord. On accompagne le mouvement et on sanctionne individuellement les fauteurs de troubles dans la manifestation. En France, nous sommes dans une gestion de la foule, ce qui fait des dommages forcément collatéraux, avec des gens qui vont devenir radicalisés de chaque côté, parce qu'il y aura plus de blessés, il y aura plus de gens qui disent « j'ai rien fait, je vais me venger la prochaine fois ». Du coup, ils vont violenter les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre disent « attendez, ils m'ont violenté, je vais riposter la prochaine fois ». Donc on est dans une escalade de la violence voulu par la doctrine de maintien de l'ordre actuelle en France. Et finalement, ça pénalise à la fois nos collègues ainsi que les manifestants pacifiques. Et on n'arrive pas à se concentrer sur les délinquants et criminels qui sont dans ces mouvements, qui ne méritent qu'une chose, d'être présentés à la justice. Sur les maintiens de l'ordre également, c'est qu'en France, on déploie 80 000 fonctionnaires régulièrement tous les week-ends, parce qu'il y a quelque chose que nos gouvernements oublient depuis 2008. M. Sarkozy a détruit les renseignements généraux. Les renseignements généraux avaient des contacts dans toute la société civile. Donc sur un mouvement comme les Gilets jaunes, on aurait forcément connu des gens des Gilets jaunes qui nous auraient prévenus pour que ça se passe bien en amont et que le jour J, on se connaît. Et puis c'est beaucoup plus facile d'avoir des gens en face qui ont déjà fait connaissance dans un contexte tranquille et calme. Et à l'heure actuelle, on n'a plus ce réseau. C'est-à-dire qu'on n'est plus, le gouvernement est obligé d'avancer en aveugle. Et du coup, ils doivent déployer des fonctionnaires partout et n'importe comment plutôt qu'aux endroits sensibles contre les personnes qui peuvent être dangereuses. Donc on est sur un déploiement de force aussi à cause de l'aveuglement des pouvoirs publics. Et à l'heure actuelle, personne ne parle de reconstituer les renseignements généraux pour justement apaiser en amont tout ce qui peut se passer, prévoir, parce que prévoir et la prévention permettrait d'éviter les débordements. Donc c'est tout un ensemble. Et là, le message envoyé par le gouvernement, mais même les gouvernements précédents, c'est on veut aller à la confrontation, on ne veut plus éviter la répression, et tout est mis en place pour que ça dégénère.
Depuis début 2019, nous avons 7 de nos collègues qui se sont suicidés au 14 janvier, donc ça en fait un tous les 2 jours, sachant que le 14 janvier, il y en a eu 3 en 24 heures. Et pour le moment, les pouvoirs publics n'ont pas l'air de s'intéresser au sujet. Je donne comme exemple, M. Castaner, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, a vu 17 de nos collègues se suicider. M. Morvan, depuis qu'il est directeur général de la police nationale, 57 de nos collègues se suicider. Et M. Macron, depuis qu'il a été élu, il a vu 75 de nos collègues se suicider. Là, il y a une recrudescence. L'année dernière, sur l'année 2018, nous avons eu 36 de nos collègues qui se sont donné la mort. Et là, l'année commence très fort. Donc en général, c'est une perte de sens de leur métier, des pressions hiérarchiques. Et avec ce qu'on nous fait faire en ce moment, c'est pas forcément facile. Alors les chiffres qu'on avance, nous, c'est par le réseau de collègues. En fait, on s'entraide sur les réseaux sociaux. Donc c'est à du bon les réseaux sociaux. Ça permet de dire, il y a tel collègue qui s'est suicidé à tel endroit. Donc il y a des collègues qui peuvent nous donner des témoignages, le contexte de comment ça s'est passé, quand on peut le savoir. Et après, le ministère de l'Intérieur, lui, ne communique jamais là-dessus parce que ça le met en porte-à-faux. Depuis, c'est ce qu'on dit, c'est que quand un policier rentre dans la police nationale, il a beaucoup plus de chances, à l'heure actuelle quasiment 10 fois plus de chances de mourir de sa propre main que par un criminel. C'est-à-dire que l'institution a su nous protéger des criminels et des délinquants, mais pas d'elle-même. Donc c'est quand même catastrophique. Par exemple, à France Télécom ou à Renault, quand il y a eu une vague de suicides, toute la direction a sauté. Il y a eu des enquêtes externes. Chez nous, c'est des enquêtes internes, donc l'IGPN, notamment l'inspection générale de la police nationale, qui vient vérifier. En général, les conclusions de l'enquête sur le collègue qui s'est suicidé sont déjà rendues avant l'enquête en disant problème personnel. Donc au passage, donc l'inspection générale de la police nationale est contraire au droit européen. Donc dans le code éthique de police nationale qui devrait être normalement appliqué en France depuis 2014, vu que nous avons eu un nouveau code de déontologie, dit que la police n'a pas le droit d'enquêter sur elle-même. Voilà, donc ça arrangerait à la fois les policiers et les citoyens pour différentes situations. Et nous avons un organisme à l'heure actuelle qui lave plus blanc que blanc la hiérarchie, qui est capable d'accuser les policiers, de les rendre coupables ou innocents en fonction des besoins de com gouvernemental, ce qui est complètement aberrant dans une démocratie et une république. Et des familles qui ont voulu se porter partie civile et déposer plainte contre le ministère. Ils ont reçu des pressions pour pas le faire. Ils ont reçu des menaces également. Donc c'est très compliqué d'aller plus loin. Les procureurs en général classent sans suite. Donc on doit saisir un juge d'instruction, ce qui complique l'enquête. Donc pour le moment, le ministère n'a jamais été condamné pour des suicides. Quand des collègues laissent, je pense à un collègue notamment du SDLP, donc du service des protections des personnalités, il avait laissé une lettre à son père expliquant son geste. L'administration et l'IGPN l'ont saisi en disant pour les besoins de l'enquête, on ne va pas vous la donner, on va vous donner juste quelques extraits. Donc le père avait fait un appel sur les réseaux sociaux, il s'était filmé devant un commissariat avec un communiqué de presse et à l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas, c'était il y a un an, s'il a pu enfin avoir l'intégralité du courrier que son fils lui a fait adresser. Deux mois après son élection, nous avons envoyé une lettre ouverte à M. Macron avec des propositions à lui faire pour lutter contre le suicide au sein de la police nationale. Nous lui proposions notamment des cycles de travail non pathogènes. Par exemple, à l'heure actuelle, la grande majorité de nos collègues travaillent en 4-2, c'est-à-dire 4 jours travaillés, 2 jours de repos, ce qui leur fait un week-end sur 6 et jamais les mêmes jours de repos dans la semaine. C'est-à-dire que ça leur brise toute vie sociale, toute vie familiale et toute vie où ils peuvent voir des amis. Dans un métier où on a besoin de faire des breaks et de se reposer et de se reconstituer de ce qu'on peut voir au travail. Donc ça, il n'en a pas tenu compte, il ne nous a même pas reçus à l'époque, il a préféré recevoir Rihanna. Bon, chacun ses priorités. La deuxième chose également, c'est qu'il y a des choses qui marchent à l'étranger. Au Québec, la police québécoise avait le même problème que la police française. Donc dans les années 80, ils avaient à peu près le même taux de suicide que chez nous. Grâce à des mesures très pratiques, par exemple, ils ont dit consultation d'un psychologue obligatoire tous les temps de temps pour tous les fonctionnaires, pour que personne ne soit montré du doigt, accompagnement quand il y a des missions difficiles, gestion du personnel non par la discipline et essayer de mettre tout le monde au pas, mais plutôt un accompagnement, une gestion humaine des personnels. Et en 30 ans, leur taux de suicide a baissé de 80%, ce qui veut dire que quand on prend des vraies mesures d'accompagnement humain et qui respectent les gens, ça fonctionne. Nous ne comprenons pas, il y a des choses simples à mettre en place et pour le moment, aucune réponse. Alors nos collègues, une grande partie des policiers sont gilets jaunes sur les revendications, notamment sur le pouvoir d'achat. Après, sur les revendications politiques, ce n'est pas le rôle d'un policier de prendre ça, à part dans sa vie personnelle. Mais après, ça met mal à l'aise nos collègues quand les gilets jaunes pacifiques vont les voir. Ils sont bien embêtés parce qu'ils disent, on comprend, nous aussi on voudrait boucler nos fins de mois. Le prix de l'essence qui a augmenté nous touche particulièrement vu qu'on ne peut pas habiter sur notre lieu de travail, soit parce que les loyers sont trop chers, soit parce que c'est dans des endroits où notre voisin de palier sera le délinquant qu'on a arrêté dans la journée. Donc nous sommes obligés de nous éloigner. Comme nos horaires sont atypiques, nous sommes obligés de prendre la voiture.
les transports en commun ne fonctionnent pas aux horaires où on va travailler. Donc l'augmentation du prix du carburant a été la petite goutte d'eau également qui nous a impacté énormément. Et après, le pire de tout, c'est que le gouvernement essaye de nous opposer à vous. Je vais donner l'exemple, c'est qu'au mois de décembre, M. Castaner a réuni les syndicats dits majoritaires, donc les 3 qui ont le plus fraudé aux élections professionnelles pour garder leur poste, avec la complicité du ministère. Et ils sont annoncés en fanfaronnant qu'ils avaient gagné une augmentation de 150 €. Donc quand on fait l'analyse, en fait, c'est 40 € normalement fin janvier. On verra si la promesse est tenue. Et le reste de l'augmentation est soumis à condition qu'on négocie sur garder des horaires de travail pourris et qu'on arrête de demander pour nos heures supplémentaires. Donc autant dire qu'on se fait arnaquer. Et en parle tour de passe-passe, c'est que les 300 € de prime pour nos collègues qui avaient été sur le terrain, donc on dénonçait que cette prime était un petit peu scandaleuse, il suffisait de payer les heures sup, on aurait gagné plus d'argent. Mais enfin bon, on aurait été content pour nos collègues qui l'aient. Ils l'ont juste aussi supprimé. Mais dans la tête des gens, on a été acheté pour 300 € également. Donc c'est très compliqué d'avoir un ministère qui essaye à chaque fois, avec la complicité de nos syndicats majoritaires, de nous opposer aux Gilets jaunes. Après, dans l'ensemble des gens, les associations de policiers en colère soutiennent les Gilets jaunes. Il y a également, par exemple sur Paris, le collectif autonome de la police qui a fait un concours de Gilets jaunes policiers, c'est-à-dire que nos collègues se mettaient des Gilets jaunes, on voyait les photos, évidemment de dos pour pas être sanctionnés. Sur les ronds-points, les manifestations en province, nous avons beaucoup de photos de collègues qui ont pris des pizzas, qui ont discuté tranquillement, où ça s'est très bien passé. Et il y a vraiment que sur Paris ou dans les grandes villes où les casseurs sont instrumentalisés par le pouvoir et puis les médias, comme c'est sensationnel. Donc les médias effectivement vont mettre en avant ce qui va faire le buzz. Donc chacun son métier. Mais après malheureusement ces images sont catastrophiques à la fois pour les Gilets jaunes et les policiers. Et d'ailleurs ce qu'on a pu voir, c'est que quand nos collègues attendaient énormément l'allocution de M. Édouard Philippe sur ces mesures quand il a pris sa prise de parole il y a 2 semaines, on espérait des mesures sociales qui permettraient d'apaiser le mouvement pour que tout le monde rentre chez soi. Il a fait que des mesures sécuritaires et répressives. Et nos collègues, je vais dire les réflexions d'un de nos collègues CRS, il avait dit c'est sûr, j'ai que ça à faire le week-end, j'ai pas de vie de famille, j'ai pas d'amis à aller voir pour me reposer. Donc on a des collègues qui ont fait des vacations des fois de plus de 20 heures sans manger, ou alors avec une petite compote pomme-pote et une bouteille d'eau de 50 centilitres. Et après avec des fois à travailler non-stop pendant 20 jours parce qu'on a les autres missions assurées pendant ce temps-là. Les services judiciaires complètement engorgés pour faire du chiffre et annoncer des interpellations et des gardes à vue avec 1080 personnes sur Paris par exemple. Donc on est sur de la communication politique répressive. Nos collègues n'en peuvent plus les détourner de leur mission. Alors, il y a nos collègues qui se mettent en arrêt maladie assez régulièrement en ce moment. La question, c'est pas savoir pourquoi ils se mettent en arrêt maladie maintenant, la question c'est de savoir comment ils ont pu tenir aussi longtemps, vu les conditions indignes et inhumaines dans lesquelles on nous fait travailler. Voilà, quand je dis qu'on a 20 jours sans jours de repos, des vacations de plus de 20 heures, et des fois on n'est pas nourri sur ces vacations, au bout d'un moment on se demande comment les gens ont tenu jusque-là. Par contre, l'administration, elle, trouve ça intolérable parce qu'ils pensent que nous sommes juste des matricules interchangeables et que nous sommes des robots et que nous avons juste à dire oui avec le doigt sur la couture. Donc ils utilisent la médecine statutaire dans la police nationale. Il y a 2 types de médecine, la médecine de prévention qui est un peu une médecine du travail, j'allais dire, et une médecine statutaire qui est le bras armé de l'administration. Donc eux, ils font des contrôles régulièrement pour pourrir la vie des fonctionnaires. Ils sont toujours très tatillons sur les arrêts de maladie. Des fois, ils accusent le fonctionnaire de présenter des arrêts de maladie de complaisance, alors qu'un fonctionnaire ne peut pas écrire un arrêt de maladie de complaisance. S'ils ont un problème, il faut qu'ils se retournent contre le médecin traitant ou le spécialiste qui a fait l'arrêt maladie. Mais ils ne le font jamais par facilité. Ils sanctionnent nos collègues de cette façon-là au disciplinaire. Nous avons même une collègue qui avait été harcelée par sa chef de service. Par exemple, ils ont fait un contrôle chez elle à domicile en disant à tout son quartier qu'elle était policière. Donc le soir, en rentrant chez elle, sa voisine lui dit « Ah ben on savait pas que vous étiez policière ». Donc finalement, c'était 2 mois après les attentats de Magnanville. Elle a dû vendre sa maison pour protéger sa famille. Et sa chef de service, du coup, n'ayant plus son jouet à persécuter, a décidé de lui mettre un blâme pour manque de disponibilité pour le service à cause de son arrêt maladie. Après, nous avions donc à l'époque, par exemple, saisi la hiérarchie policière, donc M. Méric, qui était responsable sur Paris, et ancien conseiller police de M. Valls. Sa réponse a été « Je soutiens ma hiérarchie, donc c'est moi qui vais signer le blâme ». Finalement, notre collègue a obtenu gain de cause pour l'annulation de son blâme devant le tribunal administratif, et la police nationale refuse de payer les indemnités, bien évidemment, et la décision de justice. Voilà, et nous sommes nombreux dans ce cas-là où le ministère de l'Intérieur fait bien ce qu'il veut avec sa médecine, fait bien ce qu'il veut avec les décisions de justice. C'est des gens qui sont au-dessus des lois, et on fait ce qu'on veut. Voilà, on a eu l'exemple ce matin, M. Guéant, qui a été condamné enfin à 1 an de prison pour détournement de fonds quand il était directeur général de la police nationale. Ça a pris 15 ans. Pour virer un fonctionnaire récalcitrant, il leur faut 5 minutes. Donc on voit bien le 2 poids 2 mesures. Quand des gens osent dénoncer tout ça, évidemment, ils sont incriminés pour manque de loyauté envers leur hiérarchie, atteinte au crédit au nom de la police nationale, parce qu'en fait, notre directeur, M. Morvan, quand nous l'avons saisi de différents soucis au sein de la police nationale,
dont le suicide. Il nous a dit c'est vous qui portez ça sur la place publique, donc c'est vous qui portez atteinte au crédit au nom de la police nationale et pas la hiérarchie, parce que si jamais vous ne l'en aviez pas parlé, ça ne se serait pas su. Donc il n'y aurait pas eu d'atteinte au crédit au nom de notre institution. Par contre, vous avez manqué de loyauté envers vos chefs. Donc c'est assez catastrophique comme raisonnement, et c'est là où on est embêté au niveau des instances disciplinaires qui sont à la fois juges et parties, qui peuvent briser la vie d'un fonctionnaire du jour au lendemain. Monsieur Castaner, en fait, voilà, c'est quand on remonte aux causes de tous les problèmes, on arrive au niveau de nos politiques, donc du ministère de l'Intérieur, Monsieur Castaner, et voire plus haut de l'Élysée. Parce que je rappelle, il y a aussi des petits dérapages de l'Élysée avec l'affaire Benalla, etc., qui est toujours en cours. Donc il y a une gestion philosophique du maintien de l'ordre, de la police et de la sécurité en France qui est quand même très déviante à l'heure actuelle. Donc M. Castaner a dit précisément qu'il ne connaissait pas de policiers qui avaient commis des fautes. Encore faudrait-il qu'il connaisse des policiers de terrain, je veux dire. Donc sur la sémantique, il n'a sans doute pas menti. Après, encore, c'est parce qu'il ne connaît personne. La deuxième chose, sur les suicides, il n'en parle pas, ça le mettrait en porte-à-faux. 17 suicides depuis qu'il a pris ses fonctions avec la politique de l'autruche, ça va passer. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, ça se voit. Donc M. Castaner essaie d'instrumentaliser tout ça, de nous envoyer au front. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu M. Castaner sur un mouvement gilet jaune, ou alors avant, ou alors après, pour nous dire merci. Quand on a besoin de se reposer, il n'y a personne. Quand on a besoin de formation, il n'y a personne. Quand on a besoin d'être écouté en dehors des 3 syndicats qui ont fraudé aux élections, il n'y a personne, il veut recevoir personne. Quand on veut débattre avec lui sur des différents médias ou journaux, il est toujours aux abonnés absents, il refuse parce qu'il a peur de la confrontation. Voilà, et la seule personne qui arrivait à lui poser une question, c'est Rémi Buzine, qui avait posé une question de notre syndicat, et M. Castaner a préféré ne pas y répondre. Voilà, nous n'avons que des gens qui nous envoient au casse-pipe pour eux, pour leur carrière, pour leur com, et qui n'ont aucun intérêt pour le métier et aucun intérêt pour les gens que nous devons protéger dans la population. Donc il serait bien qu'on s'en rende compte, c'est pour ça que nous demandons la démission de M. Castaner, comme nous avions demandé la démission de M. Collomb, que nous avions fini par obtenir. Dans le cadre du grand débat national, M. Macron ne parle pas de la sécurité, il ne parle pas des suicides de façon générale, parce qu'on nous dit les morts sur les routes, c'est très important. La première cause de mort violente en France, c'est le suicide, quand même, rappelons-le, et rien n'est fait pour lutter contre. Donc on invite M. Macron à se pencher dessus. On rappelle que là, normalement, Rihanna n'est pas disponible, donc s'il veut nous recevoir, c'est l'occasion.